Bonsoir Simon Collin. Bonsoir David. Merci de me recevoir dans votre studio. Donc j'aime beaucoup faire ce genre d'enregistrement audio où vous ne voyez rien alors qu'il y aurait beaucoup de choses à voir. Ça me permet un petit peu, vous qui nous écoutez, de vous les décrire et comme ça vous les imaginez encore mieux ou encore pire que ce que c'est. Donc nous sommes dans un studio d'enregistrement, là où sont tournés actuellement la plupart des épisodes de votre émission Les Clochards Célestes. C'est très baroque, c'est très bric-à-brac. On a une table basse qui doit être une antiquité puisqu'on n'a pas le droit de poser les verres dessus, des canapés formidables avec des coussins vermeils et surtout beaucoup de tableaux d'époques différentes. Là, je pense que ça va entre le 18e et le 21e siècle, des œuvres d'art, des sculptures, des colonnes de bois taillées, des fauteuils Voltaire, un crâne de vache et de l'art africain derrière, un bateau pirate digne de Moulinsart avec un petit perroquet dessus. Oui, c'est un petit peu le cabinet de curiosité et c'est là où vous tournez vos émissions. Alors, cette émission, Les Clochards Célestes, est-ce que vous pouvez nous la présenter? De quoi s'agit-il pour ceux qui ne l'auraient jamais vu? Alors déjà par rapport au lieu, c'est très amusant parce que mon ancien appartement, on avait reçu, on pourra en reparler plus tard, une personnalité un peu sulfureuse et nous étions passés aux 20 heures et ils avaient dit que c'était un cadre sataniste. Ah, un cadre sataniste, ils avaient dit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des têtes de vaches, des cornes d'animaux, des tableaux étranges, érotiques. Alors ils avaient dit tout cela est plutôt sataniste. Les trophées de chasse, on en trouve partout en France. Ah oui, mais c'est les têtes de vaches indiennes, c'est vrai que ça faisait un peu sataniste. L'excès indien. Et alors, l'émission Les Clochards Célestes, écoutez, c'est une émission que je fais depuis 4-5 ans à peu près, qui a pour but, dans ce monde aseptisé, petit bourgeois, ennuyeux, extrêmement moralisateur, de tous les gens qui se plaignent des soi-disant phobies des uns et des autres, qui veulent clouer au pilori tous ceux qui ont la parole un peu libre, de faire demeurer à Saint-Germain-des-Prés un esprit un peu punk, un peu dérangeant, un peu amusant. Essayer de montrer que oui, on peut encore défendre la légèreté, oui, on peut encore défendre le panache de l'ivresse et de la désinvolture, qu'on peut encore défendre quelque chose d'un peu punk, et que tout le monde n'est pas encore un zombie sous cellophane qui fait des MeToo. Oui. Alors, je comprends que vous déploriez cette évolution et cette espèce ces crispations qu'on voit. Mais ce qui est un petit peu embêtant, c'est que pour défendre cette affirmation selon laquelle on peut encore être désinvolte, vous invitez quand même la plupart du temps, pas tous, mais des gens d'un certain âge. Donc, est-ce que vous ne donnez pas la parole au monde d'avant plutôt que de défendre cette légèreté dans le monde actuel? Alors, c'est peut-être parce que vous avez des accointances culturelles ou autres avec ces personnalités-là, que ce soit les personnalités de la politique, de la chanson, du cinéma. Vous êtes toujours le Benjamin. Enfin, vous invitez souvent des gens qui ont 30, 40, 50 ans de plus que vous. Hein. Ah, mais je suis complètement d'accord, je suis complètement gérontophile et j'ai l'impression souvent d'avoir 90 ans dans ma tête. Je suis très fier d'avoir même eu un invité, René de Obadia, qui est un immense écrivain de 104 ans, et d'avoir eu mon peut-être plus proche ami qui s'est suicidé le lendemain du jour où on a dit ensemble à 80 ans. Qui est donc Qui était Roland Jacquard. Voilà. Donc oui, je suis complètement d'accord, on est totalement inactuel, on est totalement démodé, on est presque ringard, mais on le défend. Et c'est vrai que je trouve extrêmement... j'aime pas du tout les gens qui défendent la jeunesse. Je sais pas si vous avez remarqué, les gens qui défendent la jeunesse, c'est comme les gens qui défendent le bonheur ou les gens qui défendent la joie. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle de la joie, de la positivité, c'est toujours quelqu'un de sinistre, très ennuyeux. Alors que souvent les esprits nihilistes, je pense à Sioran, Roland Jacquard, etc., sont souvent des gens très drôles. Et les gens qui vous parlent du suicide sont souvent très drôles. Alors que les gens qui tombent dans le jeunisme sont souvent très vieux. Voilà, souvent très vieux, souvent très sorte de boy scout attardé. C'est souvent des gens extrêmement sinistres. C'est comme les gens qui disent ah oui il faut défendre l'enthousiasme, ah oui il faut défendre les jeunes, ah oui il faut défendre la positivité, c'est toujours sinistre. Donc je préfère défendre le nihilisme, défendre le passé, défendre le suicide, défendre la mort, défendre voilà toutes ces passions tristes et négatives qui sont souvent beaucoup plus amusantes. Bah, dit comme ça a l'air assez sinistre, alors que votre émission n'est pas du tout sinistre, lugubre. Au contraire,
contraire, le ton qui prédomine est quand même assez jovial, assez gaillard. C'est pas, n'en déplaise aux journalistes qui voient un temple sataniste indien, on est plus proche de Rabelais que de Belzébuth. Oui, mais on est vraiment des pessimistes joyeux. C'est-à-dire, nous sommes des esprits fondamentalement pessimistes, fondamentalement un peu désespérés de l'époque dans laquelle on vit, mais qui abordons ça avec la joie, la bonne humeur, l'entrain, disant que finalement le rire est la politesse du désespoir, et que puisque rien ne nous va, autant rire et s'amuser de tout et de rien, et que finalement la meilleure façon de combattre ces gens qui veulent nous imposer leur doxa, c'est bien de leur rire, parce que souvent, ce que je remarque énormément de cette époque, c'est que c'est une époque qui ne supporte plus le rire. C'est-à-dire, elle supporte peut-être un peu la moquerie, mais le rire qui est forcément castrateur, parce qu'on rit forcément de ce qui n'est pas comme nous, on rit des femmes, des communautés, des races, des handicapés. Donc le rire est forcément quelque chose de castrateur et de méchant. Et on ne l'accepte pas de peur de blesser quelqu'un. Donc de toute façon, on est dans une époque qui ne supporte pas le rire, qui a mis des humoristes officiels de France Inter pour montrer c'est ça l'humour et vous ne pourrez pas faire différemment. Donc autant défendre la légèreté et l'humour. Oui, c'est vrai, mais de toute façon, vous n'avez pas le souci de faire jeune, déjà parce que vous êtes jeune, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui vous pèse plus que ça. Néanmoins, je maintiens, et ça arrivera peut-être par la suite, mais je maintiens que pour défendre cette ligne-là, vous pourriez inviter aussi des jeunes. Alors peut-être qu'ils ne sont pas dans vos réseaux, qu'ils ne sont pas encore assez connus, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus de 70 ans pour représenter ça, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de représenter le monde d'avant, qu'il ne faut pas idéaliser à mon avis, mais aussi la dissidence du monde actuel. Dissidence au sens où ce phénomène justement de crispation que vous critiquez n'englobe pas tout. Oui, non, mais déjà, je fais un grand pas en invitant des vieux, parce que si je faisais ce que je voulais, j'inviterais des morts. J'inviterais nos héros qui sont Jacques Vergès, Professeur Choron, Limonov. Vous les avez manqués de peu, hein, là on parle de quelques années. Voilà, de quelques années, Gérard de Villiers, voilà, des gens extraordinaires. Donc oui, on inviterait des morts. Alors évidemment qu'il faudrait inviter des dissidents dans le monde actuel, mais j'ai quand même un petit côté... de la même manière que je pense que tout ne se vaut pas, que toutes les cultures ne se valent pas, que toutes les identités ne se valent pas, que tous les goûts ne se valent pas, que tous les goûts ne sont pas dans la nature, qu'il y a des hiérarchies, il y a des choses qui sont supérieures à d'autres. J'ai plutôt l'impression quand même que les gens d'un certain âge ont plus de choses à raconter qu'un petit gamin de 18 ans qui est revenu de tout sans être jamais allé nulle part. Non, mais ça c'est vrai. Donc c'est vrai que j'ai ce côté très... vieux jeu d'aller poser des questions à des vieux monsieur, car je pense qu'ils pourraient nous apprendre plus de choses. Voilà. Oui, on parlait avant en off, comme on dit, de Sacha Guitry, qu'on aime bien, vous et moi, je crois. Et c'est vrai que Sacha Guitry, qui avait un côté à la fois très, très réactionnaire et très avant-gardiste, parce qu'après avoir beaucoup critiqué le cinéma en tant qu'homme de théâtre, il s'en est emparé pour faire une chose que personne n'avait fait, c'est-à-dire enregistrer les dernières images de gloire de son époque, dont on a des photos, des gravures, des portraits, et très peu d'images. Je pense c'est un film qui s'appelle Ceux de chez nous. C'était un jeune homme, Guitry à l'époque, et c'est à lui qu'on doit les dernières images de Renoir, de Manet, de Sarah Bernard. Alors, vous n'êtes pas pionnier parce que les gens que vous avez interviewés sont nés avec le cinéma et même après. Néanmoins, il y a un petit travail d'archiviste peut-être. Est-ce que vous n'avez pas le souci de filmer ces vieilles gloires, parce que souvent ce sont comme des vieilles gloires, pendant qu'on le peut encore, surtout que sans vouloir revenir dans le lugubre, il y a une malédiction autour des clochards célestes, c'est que les gens meurent assez souvent, rapidement après être venus vous voir, ça il faut le dire. Il y avait le cas de Jacquard, mais il y en a d'autres. Ouais, on a eu Jacquard qui s'est suicidé le lendemain, et surtout on a eu Nicolas Kerr qui a fait une crise cardiaque pendant l'émission. Et qui est mort peu de temps après. Il est allé directement de l'émission à l'hôpital où il est mort, donc il n'est jamais revenu chez lui. Mais cette émission était presque inaudible, enfin, il était quand même... il était dans un état second. Mais c'était extraordinaire. Alors bon, déjà je m'attendais un peu à ça parce que je lui ai écrit, il m'a dit il faudrait faire l'émission dans un hôpital psychiatrique parce que j'y vis 90% de l'année. À la fin il arrive, porté par ses attachés de presse, endormi, on le pose comme un mort sur un fauteuil où il dormait et on ouvre la caméra et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Est-ce qu'il va se réveiller ?
Est-ce qu'il va se... Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce qu'il va avoir un malaise? Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il s'est réveillé et il y a eu un délire de 20 minutes qui, je trouve, est absolument génial et qui... Moi aussi, ce que je voudrais, c'est montrer des moments d'humanité dans le sens... Montrer pas des gens forcément bien, pas des gens forcément d'ailleurs, pas des gens bien dans tous les sens du terme, pas des gens qui vont bien et pas des gens forcément avec des valeurs extraordinaires, mais montrer les gens dans ce qu'ils sont, avec tout ce que ça peut avoir de dégoûtant, d'ignoble, de repoussant. Et je trouvais que cette émission était magnifique, quoi. On voyait quelqu'un en train de mourir devant nos yeux. C'est particulier. Dans ce cas-là, autant que vous invitiez des vieux, parce que si c'était des jeunes de 20 ans qui mouraient en sortant de chez vous, ce serait plus grave. Ce serait plus ennuyeux. Mais j'aime beaucoup Sacha Guitry qui avait dit notamment cette phrase merveilleuse: les femmes que l'on paie ne sont pas celles qui nous coûtent le plus cher. Oui, mais j'essaie de comprendre le rapport avec Nicolas Kerr. Non, pas du tout, c'était pour revenir à Sacha Guitry. Non. Au débeauté. Voilà, mais c'est vrai que je trouve que il y a un côté un peu archive. Moi, je suis assez content d'avoir des images de gens morts, de Denis Tignac, de Roland Jacquard, même de Charlotte Valandré, qu'on a reçu quelques jours avant sa mort, alors qu'elle était toute jeune. Ça va pas vous aider à trouver de nouveaux invités, hein, ce que vous... Oui. Parce que c'est vrai qu'à part les gens les plus suicidaires, il y a une malédiction étrange. Ouais. Mais c'est vrai que la société d'aujourd'hui... Mais ça, on peut en reparler, mais veut évacuer la mort. Ça veut dire, alors qu'au Moyen-Âge, les cimetières étaient dans les villages, aujourd'hui, on a peur de la mort. C'est quelque chose dont on ne veut pas parler, c'est quelque chose qu'on rejette complètement. Et moi, je dirais que j'ai toujours défendu des gens qui vivaient avec l'esprit de la mort. Roland Jacquard le premier, Gabriel Mazneff aussi, Stioran, Schopenhauer, Wittgenstein, enfin des esprits qui vivaient imprégnés de la mort. Oui. Mais vous défendez, j'aime bien ce mot, on n'utilise pas souvent, malheureusement, la désinvolture. Ouais. Et ça me rappelle un débat, mais qui doit dater d'il y a plus de 10 ans, à la télévision, entre Frédéric Beigbeder et Marc-Édouard Nab. C'était dans le contexte d'après les attentats islamistes. Et en disant pourquoi est-ce qu'on se bat exactement contre la terreur islamiste. Et Beigbeder, qui est très, très remonté, disait on se bat pour la frivolité. Et Nab, qui avait les accointances que l'on sait, disait mais vous n'avez rien de plus noble comme idéal pour lutter contre l'islam, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et à l'époque, j'avais tendance aussi à penser comme Nab en disant enfin quand même l'Europe vaut mieux que ça. Et avec le temps, et enfin, Beigbeder n'est pas quelqu'un que j'estime particulièrement, mais avec le temps, je me dis, mais ce petit mot de frivolité, il n'est pas aussi petit, il n'est pas aussi indigne que ça, et peut-être que même si, évidemment, ça fait pas très Chevalier Bayard, ça fait pas très Montjoie Saint-Denis, et pourtant, cette qualité de vie, cette légèreté, cette désinvolture, comme vous dites, mérite peut-être un engagement, voire parfois un sacrifice. Mais tout à fait, d'ailleurs, les deux personnes que vous citez, Frédéric Beigbeder qu'on a reçu, et Marc-Édouard Nab, dont je voudrais rétablir, parce que j'ai dit du mal de lui dans l'émission, et il nous regarde nos émissions, et paraît-il, il était pas content. Alors moi, j'étais un grand lecteur de Marc-Édouard Nab, que je trouve comme un immense écrivain, donc c'est quelqu'un que j'apprécie. Nab, si vous nous écoutez, il est à Lausanne, il n'est pas loin de là. Comme Roland Jacquard, oui. C'est très drôle, il y avait Soral, Nab et Jacquard dans la même ville, bref. Oui, c'est les trois en exil. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, le combat, la légèreté, c'est un combat. La frivolité, c'est un combat. Aujourd'hui, tous ces gens veulent nous imposer un esprit de sérieux, terrifiant, quoi. Entre les antiracistes, les féministes, qui pour moi, vraiment le drame de l'humanité, c'est les féminismes. Ah oui. Mais tous ces gens veulent nous imposer un esprit de sérieux. On n'a plus le droit de rire, on n'a plus le droit de faire l'amour. Il faudrait faire des contrats de sexe entre les personnes. Ils veulent nous imposer un esprit puritain. On est avec des nouveaux curés. Mais encore, les curés étaient souvent des gens extrêmement intelligents. Enfin, il y avait la confession pour les curés, donc on pouvait se repentir. Alors que là, on n'a même plus la repentance. Non, mais on a les autocritiques, les mea culpa, les confessions publiques. Je sais pas si c'est mieux, mais... Ouais, mais c'est ce que disait Pierre Bouton, disait, nous sommes catholiques car nous sommes pécheurs. Dans le catholicisme, il y a quand même l'idée que vous pouvez faire toutes les conneries que vous voulez, si vous les confessez, ça ira. Alors que là, on peut même plus se confesser, quoi. Mais non, on est dans une époque de néo-curés, de gens hyper puritains qui veulent plus qu'on rit, qu'on s'amuse. Tout est mortel. D'un coup,
si on boit de l'alcool, on va mourir. Si on bronze, on va mourir. Si on conduit, on va mourir. Si on fait l'amour, on va attraper des maladies. Tout devient une sorte de paranoïa générale. On n'a plus le droit de draguer, plus le droit de s'amuser, plus le droit de rire de qui on veut, plus le droit d'écrire ce qu'on veut. Donc je pense qu'on est dans une époque de puritains qui veulent un monde aseptisé. Et oui, c'est un combat. Ouais. Et pourtant, parmi vos invités, alors qui quand même sont majoritairement des hommes, il y a eu quelques femmes. Je pense à une d'entre elles, c'est Ségolène Royal, qui est féministe, enfin c'est pas une radicale, mais qui est féministe et qui au-delà du féminisme, a mené un certain nombre de combats qui visaient quand même à interdire, contrôler, à tort ou à raison, hein, vraiment c'est des sujets que je maîtrise pas, mais je pense sa lutte en faveur de la jeunesse, contre l'invasion du divertissement japonais, ce genre de choses. On a quand même, dans sa génération et dans son domaine, une mère la vertu qui ne doit pas forcément vous agréer. Oui, mais alors ça... déjà, il y a un type que je connais bien qui combat dans le Donbass qui m'a dit un truc très vaste sur l'émission. Il m'a dit votre émission n'est regardée que par des gens d'extrême droite, mais vous ne recevez que des socialistes. Ah, vous avez plutôt une majorité de gens de gauche quand même, c'est vrai? Mais on a reçu que des gens de gauche. Oui. Voilà, oui, Chevènement, Ségolène Royal, Julien Drey, Jacques Lange, Montebourg, etc. Mais oui. alors, pourquoi Ségolène Royal? Parce que je pense que c'est punk de penser contre soi-même, comme dirait Finkielkraut, je sais plus qui. Il faut penser contre soi-même. Pas Finkielkraut, non. Qui disait qu'il fallait penser contre soi-même? Non, c'est le mot punk dans la bouche de Finkielkraut. Ah ouais, non, ça non. Mais je pense que c'est un acte de rebelle d'inviter des gens qui ne sont absolument pas d'accord avec nous. Moi, je revendique d'inviter des gens qui sont en opposition totale avec ce qu'on est. Je pense même que c'est notre suprême liberté, parce que la liberté, c'est certes d'inviter des gens avec qui on est d'accord, mais la suprême liberté, c'est d'inviter des gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc je pense que il y a davantage à dire. Moi, je trouve ça encore plus intéressant quand on invite des gens qui, c'est vrai, sont totalement absurdes par rapport à ce qu'on défend. Oui. Ouais, je pense Et pourtant, quand vous dites j'invite des gens pour défendre ce primat de la liberté de pensée, d'expression, de la désinvolture, et que vous invitez surtout des gens de gauche, on en déduit que cette liberté se trouve plus à gauche qu'à droite. Non, on en déduit que je trouve ça presque plus intéressant d'inviter quelqu'un. Il y a plusieurs raisons. Il y a la raison artistique, et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'inviter quelqu'un avec qui on n'a rien à voir, parce qu'inviter quelqu'un avec qui on est très d'accord, ça devient très vite ronronnant, ça devient très vite, on est d'accord, donc c'est mon opinion et je la partage. Donc je trouve ça plus amusant d'inviter des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et il y a peut-être une raison j'allais dire plus cachée, plus secrète, c'est que les gens de droite que je connais plus personnellement, ils n'ont pas trop envie de venir, car ils savent où ils mettent les pieds, alors que les gens de gauche ils sont tellement loin de nous qu'ils savent pas où ils mettent les pieds, et c'est beaucoup plus drôle. Mais c'est ça qui surprend le plus quand on découvre votre chaîne. On voit que c'est une chaîne quand même assez non conforme, un petit peu sulfureuse, pas tant pour des raisons politiques d'ailleurs, mais pour l'emballage global. Et les gens que vous faites venir sont des gens qui peuvent être assez respectables, assez prestigieux, que ce soit dans le domaine de la magistrature, de la politique, des beaux-arts, de la culture. On se dit, ce type a un carnet d'adresses, comment fait-il compte tenu du produit fini que j'apprécie, mais, mais disons qu'il y a un petit peu... Mais vous avez raison, parce que c'est de plus en plus compliqué de faire venir des gens un peu institutionnels et conformistes. Mais est-ce à dire que les gens que vous invitez souvent ne vous connaissent pas, ne connaissent pas votre chaîne? Ah, surtout, oui. Ah oui, d'accord. Mais ils ne s'informent pas? Il y a des erreurs de parcours et des malentendus, comme diraient les bronzés, ça peut marcher sur un malentendu. Oui. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on recevait Chevènement et Ségolène Royal, mais avec Sarah Knafo dans le public. Donc d'ailleurs, vous aviez un public? Oui, alors il y avait un public, et Sarah Knafo, qui était une très bonne amie, venait à toutes mes émissions. Donc c'est assez amusant cette vision de recevoir tous les socialistes, mais dans le public, il y a Sarah Knafo, etc. Oui, j'ai envie de dire que c'est peut-être plus parce qu'ils ne nous connaissent pas, mais il y a des gens de droite. Alors je n'ai reçu que Claude Guéant, juste avant qu'il aille en prison, ce qui était assez amusant. Il y a des gens de droite, vous avez reçu mon compatriote Marc Bonan, qui est quelqu'un... Oui, mais qui n'est pas un homme politique. Ouais. Non, qui n'est pas un homme politique, mais qu'on peut, je pense, sans se tromper, placé très à droite. D'ailleurs, d'ailleurs, Guéant, on l'a reçu juste avant la prison, et Marc Bonan, je trouve que c'est ma plus belle émission. Si je demande de garder qu'une, ça sera Marc Bonan, qui est absolument génial. Un maître en éloquence, que j'apprécie beaucoup. Et vraiment un vrai rebelle, un vrai type amusant, drôle. Alors là, tout ce qu'il dit, je le signerais, c'est un type génial. Il y a d'autres gens que j'aurais aimé recevoir, comme Gilbert Collard ou des gens comme ça, mais bon, le temps a fait que... Ça s'est pas fait. Oui, ça peut encore venir. Bien sûr. Il a une émission régulière sur TV Liberté, je crois.
Mais alors c'est vrai que pour revenir aux gens de gauche, parce que là vous parlez un petit peu, oui, de la bourgeoisie institutionnelle de gauche, il y a aussi une gauche un peu plus musclée, et une émission que je trouvais à la fois intéressante mais un peu frustrante pour d'autres raisons, c'était Bégodeau. Ah, Bégodeau. Parce que Bégodeau, c'est un type qui m'intéresse beaucoup, avec lequel je suis souvent d'accord, mais je l'ai trouvé étonnamment et inutilement agressif à votre égard, alors que vous ne lui tendiez pas spécialement de piège. Ah, j'ai trouvé C'était plutôt- une émission, il y avait de la tension quand même. Oui, hein. mais je trouve ça plutôt sympathique. Je pense que Bégodeau, qui est quelqu'un de fondamentalement de mauvaise foi, c'est-à-dire Oui, un peu, fondamentalement, ouais. Bégodeau, c'est un bourgeois. C'est un type, alors il est génial parce qu'il est contre la méritocratie, il est encore plus d'extrême gauche. Il serait capable de vous expliquer qu'il faut séparer les enfants des parents à la naissance pour qu'ils soient égaux. Mais c'est fondamentalement un bourgeois. Il a voulu faire le show. Il est allé dans le jeu, quoi. Il aurait pu être très ennuyeux. Il a dit, Oui, mais autant y aller il rendait carrément. les coups avant de les recevoir. Il y a un côté, C'est vrai qu'il avait fait le spectacle. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un d'amusant parce que c'est quelqu'un qui aime débattre, qui n'est pas moralisateur, Non. qui ne judiciarise pas le truc. C'est d'autres esprits, dès qu'on parle, dit, ah, vous avez pas le droit de dire ça, je vais vous faire un procès. Bégodeau, il est pas comme ça. C'est quelqu'un qui Non, a mais il cette peut aller débat. sur des médias beaucoup plus à droite qu'ici et être beaucoup plus courtois. Je pense à une émission d'ailleurs de bonne tenue sur Radio Courtoisie où il était charmant, courtois, alors qu'avec vous il était beaucoup plus pugnace et pas Oui, toujours de très mais bonne il foi. savait, c'est presque de la gentillesse. Il savait que j'avais envie qu'il soit pugnace. Ah, Si on d'accord, avait fait ouais. une émission toute gentille, personne n'aurait regardé. Mais Bégodeau est plutôt un type que je trouve attirant dans sa mauvaise foi. Il est d'une mauvaise foi tellement sidérante, hilarante. Il vous explique, le mec a quand même eu la Palme d'Or, et il vous explique, il a écrit 4 pages sur le fait que comme table basse, il a un carton. Parce qu'il peut pas se payer une table basse. Alors, c'est totalement dément, quoi. Parce qu'on peut bien imaginer que Bégodeau, qui est au cercle de Canal+, qui a eu la Palme Table d'Or, basse, voilà, il peut. Mais il est d'une mauvaise foi, crue, nue. D'ailleurs, il m'en a beaucoup voulu parce que il dit toujours dans les émissions qu'il refuse tous les dîners en ville. Alors, bah, évidemment, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai dit, bah, faisons un dîner, puisque vous les refusez tous, soi-disant. Et évidemment, il était très partant. Et il m'a beaucoup reproché de l'avoir lui avoir dit, il m'avait appelé de façon très agréable. Mais donc, moi, je trouve que Bégodeau, c'est quand même. Il est tellement de mauvaise foi, c'est comme Gilbert Collard. Gilbert Collard est d'une telle mauvaise foi que ça devient hilarant, quoi. Oui, 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 Mais, je et surtout, comprends. c'est des gens qui se prennent pas au sérieux. Je pense que Bégodeau se prend pas du tout au sérieux. Comme Gilbert Collard, c'est des gens qui se prennent pas au sérieux et qui savent ce qu'ils sont, quoi. Mais bon, moi, j'ai voulu refaire l'épisode Bégodeau avec d'autres gens. Bon, un leader gilet jaune qui s'appelait François Boulot. Ah oui, l'avocat. Et là, catastrophe, le mec n'avait aucun humour, Ah, il c'est m'a dommage, parlé de parce que- procès. c'est vrai qu'il est peut-être pas très drôle, mais il est bon par ailleurs sur d'autres plans. Et, ouais, et justement, le mec, il m'a tout de suite judiciarisé le truc. Ça, il m'a envoyé des lettres d'avocat, il a dit qu'il allait me faire un procès. Et il vous reprochait quoi? Non, mais que diffamation, plein de trucs. Mais il n'acceptait pas le débat. C'est-à-dire, on voyait que c'était quelqu'un qui n'aimait pas le débat. Et il m'a dit notamment que je lui avais présenté l'émission comme un portrait. Or, c'était un débat, qu'il refusait les débats. Que je n'avais pas le droit de dire qu'il était proche d'Étienne Chouard. Enfin, des trucs à la con. Mais le mec, on voyait qu'il ne supportait pas le débat. Voilà. Puisqu'on parle des femmes que vous invitez, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une qui est Brigitte Lahaie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'en plus, vous avez travaillé ensemble. Non, Brigitte Lahaie est vraiment une femme formidable. Déjà, on va dire c'est une femme qui connaît la vie. Moi, ce que je supporte pas dans le féminisme, c'est des petites midinettes qui jouent les vierges effarouchées alors qu'elles ne connaissent rien et qui sont extrêmement puritaines. Brigitte Lahaie, c'est vraiment une femme qui connaît, qui sait ce que c'est la dureté de la vie, qui sait ce que c'est Elle connaît vraiment les choses de l'intérieur. Elle est à elle-même toute une sociologie. Elle connaît mieux la France que n'importe quel sociologue. Et ensuite, c'est une dame pas du tout féministe, tout en étant pas non plus, parce que il y a une chose, je ne suis pas du tout féministe, mais après, on peut tomber dans des choses ridicules, genre le machisme de Papacito, de Julia Rochdy, des Ouais, trucs. bien sûr. Alors nous, on est des mecs, on se met des tatouages, on fait de la muscu, on mange la viande. Voilà. Elle est pas non plus comme ça. Brigitte Lahaie est une femme qui défend les femmes, et moi, je suis. C'est une femme libre. Voilà, c'est une femme libre, Ouais. mais c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Mais qui est devenue la bête noire des néo-féministes. Bah, bien sûr, parce qu'elle a une réflexion, notamment sur les violences sexuelles, etc., qui est hyper dérangeante. Mais je pense que c'est rare quelqu'un d'une telle liberté et qui est vraiment extrêmement. C'est une femme vraiment extraordinaire qui n'a jamais renié le porno. Elle a encore fait un film porno l'an dernier, à 70 ans. Oui, alors que Clara Morgan, alors j'ai reçu, elle Ah, vous renie l'avez tout. reçu, Alors, ouais. voilà. La nana, elle renie tout ce qu'elle a fait. Sa carrière était aussi beaucoup plus courte. Oui. Mais elle n'a pas fait d'autres cinémas après. Oui, alors que Clara Morgan,
Là, il est sorti avec René Château. Oui, oui, et puis elle a tourné avec chez Rollin. Ouais. D'ailleurs, on disait que René Château avait été l'assassinat de Lebovici. Mais Brigitte Lay, si je me souviens bien, elle vous avait aussi engagé dans son émission. Oui. Oui, ça a duré peu de temps. Sur Sud Radio. Pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ma chronique. Mais oui, tout à fait. C'était une chronique sur la vie sexuelle dans la littérature et l'histoire. C'était très amusant. Intéressant. Ouais. Ouais. Dans le cadre de son émission, Ouais. un peu de conseils sexologiques, c'était quelque chose comme ça. Ce qui était un peu étonnant d'ailleurs, parce que moi je faisais une chronique complètement décalée, un peu absurde et tout, alors que c'est une émission vraiment écoutée par la ménagère de 50 ans qui veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire si son mari bande pas. C'est une émission très pratique. Moi je pensais que c'était plutôt pour les jeunes filles. Ah pas du tout. C'est vraiment, c'est la ménagère, c'est une émission écoutée par des dames de 60 ans qui disent mais si mon mari bande pas, je lui donne du Viagra ou je fais quoi Voilà, c'est une émission de conseils pratiques. Donc c'est vrai que ma chronique était un peu trop absurde peut-être. Il faut dire une chose, c'est que vous avez été parmi les 36 nominés Ah, dans ouais. le dernier numéro de la revue Éléments. T'es très fier. Euh, Ce que je lis Éléments, c'est la première revue que j'ai lue et je suis très fier parce que c'est une revue que j'aime beaucoup. Ah bah ça fait plaisir, merci. Alors ce sont les jeunes de chez nous qui ont réalisé ce dossier, c'est pas du tout un classement hiérarchique, c'est un classement un petit peu divers. Vous êtes un peu seul sur votre créneau. Quelle est l'émission qui vous a le plus marqué ou qui vous considérez comme la plus réussie? Bah, Il y en a eu combien déjà environ? 160 ou 180. Autant que ça. mais- C'est à quelle périodicité? Il y en avait à Hamburg 2-3 par semaine quand même. Mais C'est du boulot. Hein. moi, celle dont je me souviens le plus, c'était Nicolas Kerr parce qu'on en a Oui, déjà bien parlé. sûr. Marc Bonan parce que je trouvais que c'était la plus passionnante. Oui, et ça c'est Vraiment. assez récent. Hein. Voilà, Il y a c'est quelques semaines, très hein. très récent. Ouais. Après lesquels m'ont marqué François Boulot parce qu'il a quand même voulu me péter la gueule à la suite de l'interview. Ouais. Celles qui se sont mal passées, souvent on se souvient des mauvais trucs. Yvan Le Bolloc qui a voulu me tuer, il m'a appelé, il m'a menacé de mort. Pourquoi? Je sais pas, ce type je crois qu'il est un peu dérangé psychiquement. Mais il y a eu des émissions totalement absurdes, par exemple avec Basile de Coq, qui n'a rien compris de l'émission, mais qui est ça, parti au bout de 20 minutes. Mais moi, c'est ça m'a génial. très surpris parce que Basile de Coq, on le voit un peu comme un rigolo quand même, que ce soit ses petits carnets donc aux heures Ouais. ou bien disons son passé, sa jeunesse, tout le mouvement jalon. Et en fait, c'était un énorme malaise cette émission. Il était pas du tout rigolo. Il Ouais, comprenait mais pas, alors, c'est compliqué cette émission parce que j'étais très ami du couple Frigide Barjot, Basile de Coq, et les deux sont dans un état, c'est-à-dire Frigide Barjot, elle est complètement alcoolique, elle est totalement. Alors, elle a une passion, c'est coucher avec des homos. Alors, dès qu'il y a un homo, Tiens. elle veut lui sauter dessus, mais à un point, quand je dis elle veut lui sauter dessus, c'est qu'elle est capable de se mettre à poil dans un restaurant, Ah, de se faire On est à baiser la en limite du public. viol, là. Ah oui, c'est une violeuse terrible, mais elle est complètement tarée. C'est-à-dire, on faisait des Violeuse dîners, de mots. elle emballait des clochards à la fin. Ouais. Elle se mettait nue dans le resto, elle montait sur la table, elle est complètement ailleurs. Et Basile de Coq qui préfère les hommes, enfin je pense qu'on peut le dire et je pense qu'il ne le dira pas lui-même. D'ailleurs c'est très drôle parce que Brigitte Barjot, au fur et à mesure de la soirée, elle dit, au début elle dit mon mari est très catholique et tout. 2 heures après, elle dit, mon mari n'a peut-être pas une passion pour les femmes. Et à minuit elle dit mon mari est un gros pédé, c'est pour ça que je l'ai poussé. Basile de Coq qui est là, il est malade, il est dépressif, voilà. C'est des gens qui ont beaucoup fait la fête et qui aujourd'hui payent l'addition. Il a un cancer, il est très malade. Ouais. Mais c'est terrible Voilà. parce qu'on le voyait plutôt justement comme un type désinvolte, une sorte de petit dandy rigolo, un peu de droite. Et avec vous, justement, il était très, très il faut coincé, comprendre, très rigide. c'est des gens qui ont fait énormément la fête, qui ont vécu les 400 coups. Ils avaient un HM de 200 mètres carrés prêté par Chirac, ils l'ont perdu. Oui. Comme il était complètement alcoolo, il a un cancer terrible généralisé. C'est terrible quand même. oui, Le c'est moment où on terrible, paye l'addition de sa vie, c'est on se retrouve là à 65 ans avec un cancer, plus d'appart, plus de revenus, plus d'amis. Et voilà, mais c'est ce qui leur est arrivé, c'est terrible. Ouais, effectivement. Et donc en effet, il n'était pas du tout dans le truc. D'ailleurs, vous avez ce regard un peu d'autodérision en fonction du résultat de l'émission. Vous l'intitulez Malaise TV ou des choses comme ça parce qu'il y a un côté très malaisant. C'était pas forcément ce qui était le but, mais c'est le résultat. Et ça me rappelle un peu, sauf que votre démarche est complètement différente, mais ça me rappelle un peu ce que faisait Raphaël Mesrahi. Sauf que lui, c'était volontaire, c'est-à-dire c'était un humoriste. Qui n'a pas pu continuer longtemps parce que quand il devenait trop connu, il pouvait plus piéger les gens, qui piégeait des célébrités en jouant le journaliste qui les mettait mal à l'aise. Vous cherchez pas à piéger les gens, mais il y a des incompatibilités qui fait que tout d'un coup, autant ça peut être une émission très, très sympathique, très, très harmonieuse avec de l'entre-gens, des étincelles, puis autant tout d'un coup, comme avec Basile de Coq ou avec d'autres, tout d'un coup, énorme malaise. Comment ça se fait? Mesrahi, je l'ai reçu. Et dans une émission totalement lunaire où on était tous tellement ivres morts qu'on a finissé à 4 pattes.
c'était quoi devant lumière parce que Mesrahi Mesrahi face à vous, c'est un ouais, peu il y avait étrange, 30 filles qui étaient là. Et ou alors vous avez mis la gosse. jamais il y en avait autant. Et on était tous ivres morts. À la fin, je l'étrangle. Il y a Bruno Sabenra qui est un paraplégique en fauteuil roulant qui fait des tours avec son fauteuil roulant. Donc moi, je suis en train d'étrangler Mesrahi. Après, je vais aux toilettes, mais je garde mon micro donc on entend la chasse d'eau. Enfin, rien ne va. Et c'était un très bon souvenir, ouais. J'ai la comparaison avec Mesrahi. Oui. Parce que lui, il cherche dans un but humoristique à créer le malaise parce que c'est un canular en fait. Vous, c'est pas du tout un canular. Mais des fois, on se demande si justement c'est juste une compatibilité qui n'a pas lieu, ou si à un moment vous en rajoutez pas pour, je veux pas dire pour piéger les gens, mais justement pour créer ce malaise, pour faire du buzz. Oui, alors c'est pas une émission piège, il n'y a pas de but de buzz, mais c'est plus, on pourrait dire comme disait Oscar Wilde, à la place du péché, le malaise est la dernière note de couleur vive qui subsiste dans le monde moderne. Et c'est vrai que quand on a un beau malaise, tout le monde essaie de le réfréner et tout. Moi, je me lance dedans, quoi. Mais après, c'est pas une émission piège, le but n'est pas de faire du buzz. D'ailleurs, elle fait très peu de buzz, l'émission. Et même l'émission de Basile Lecoq, ça n'a jamais fait de buzz. Donc, si on voulait faire du buzz, il faudrait faire autre chose. Donc, non, le but n'est pas le malaise, mais s'il arrive, jetons-nous à pied dedans. Et parmi les gens qui ne sont pas encore passés chez vous, il y en a eu déjà beaucoup, mais lesquels envisageriez-vous d'inviter ? Comme ça peut lancer un appel. Alors oui, faudrait qu'ils écoutent là, élément. Moi, je défends un peu l'idée que tout intellectuel ou personne qui se veut cultiver doit en même temps avoir une part très beauf. Et ne pas renier tout ce qui est un peu beauf, tout ce qui est culture populaire. Donc par exemple, j'aimerais beaucoup recevoir par exemple Patrick Sébastien. Ah, oui, ou tout ce qui est un peu genre Olivier de Kersauzon, voilà, tous ces genres de gens. Il est encore vivant. Ou Gilbert Collard. Mais je trouve que dans le beaufisme, dans la vulgarité, mais pas dans la bien-pensance, pas dans le truc combiné, dans vraiment le truc Francky Vincent qu'on a reçu d'ailleurs. Oui, qui vraiment, vient de recevoir une distinction. Voilà, le mauvais goût, quoi. Le chevalier des arts et des lettres. Voilà. Et je trouve que parfois il y a du génie, quoi. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans une sorte. C'est comme Roland Barthes qui, dans les mythologies, parlait du catch. Je trouve c'est très bien que quelqu'un de très intellectuel connaisse aussi Patrick Sébastien, la chanson populaire, etc. Oui. Donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans à faire. Oui, et Kluskar était comme ça. Tout à fait. C'est plus possible de l'inviter, mais disons, il avait cette passion pour le rugby, pour la chanson populaire. Je ne sais pas s'il écoutait Patrick Sébastien, mais je peux tout à fait imaginer qu'il l'ait fait. Il y a une personne que vous avez invitée et puis qui a dû bien aimer parce qu'il revient souvent, et c'est pour ça un peu que je parlais de Vieille Gloire, c'est Philippe Chevalier, du duo Chevalier et Las Palais. Étrange, parce que c'était aussi une émission a priori un peu houleuse, puis finalement ça s'est pas si mal passé puisqu'il revient. Parce que vous publiez aussi sur les réseaux sociaux parfois des photos de banquets où vous êtes avec ces femmes légères et ces stars vieillissantes. Donc des fois je me suis dit, est-ce que Philippe Chevalier n'a pas faim tout simplement? Non, pas du tout. Faim vraiment de manger quoi. Non, Philippe est là ça va être le moment là, mais Philippe est vraiment mon plus proche ami, ça a été une découverte incroyable. C'est quelqu'un d'extraordinaire, à la fois d'une liberté de pensée, d'un humour extraordinaire. Alors, il allie deux choses très rares, c'est en même temps l'humour, la liberté de penser, la provocation, tout. Et en même temps, une gentillesse et, j'ai envie de dire, des valeurs. Ça fait bizarre, mais quelqu'un d'extrêmement fiable, de confiance. Hein. Souvent, les gens un peu de confiance et un peu fiables sont pas très drôles, les gens très drôles sont pas forcément très fiables. Oui, et il allie vraiment les deux et c'est quelqu'un d'extraordinaire et je co-anime une émission sur deux à peu près avec lui. Oui, c'est votre chroniqueur, votre Oui, mais c'est ça ce qui est génial, c'est que Philippe a été quand même une énorme star, anime une petite émission sur YouTube qui fait 3000 vues, je trouve ça extraordinaire et on s'amuse énormément. Et moi, la première que j'ai fait avec Philippe, c'était Clara Morgan. Et c'était hilarant parce que Clara Morgan jouait à la Vierge effarouchée. Il disait, mais non, il faut pas mettre cul. Et Philippe ne faisait que des jeux de mots grivois. C'était extrêmement drôle. Et Philippe est quelqu'un d'extraordinaire qui m'a fait venir beaucoup de mes invités. Plus que Clara Morgan, le contraste qui est amusant, c'est d'engager Philippe Chevalier comme chroniqueur pour interviewer Alain Finkielkraut. Ça, c'est lunaire. Finkielkraut qui s'assied et qui dit « Je vous préviens, je déteste les humoristes. » Et ensuite, il dit « Je vous préviens, le rire est nazi. » Les nazis adoraient rire. Ouais, il a dit « Le rire est nazi, les nazis adoraient rire. » Là, regarde Philippe. Et en fait, il comprend pas qui c'est. Et à la fin, il vient me voir, il dit « Mais pourquoi il y avait un vieux type ?» qui n'a pas parlé.
Donc il ne s'est pas interrogé sur la présence des filles en petite tenue, par contre le vieux type qui ne parle pas. Ouais, Enfin, c'est affreux de dire le rire est nazi, parce que au début de cet entretien, quand vous avez dit on peut plus rire de grand chose, moi j'ai l'impression que la voie qui risque de nous mener vers le totalitarisme, c'est l'absence de second degré. C'est le propre de tous les régimes totalitaires, c'est quand on ne peut plus faire preuve d'ironie ou de dérision parce que ça devient suspect, parce qu'il y a toujours un pas de côté. Et ce qu'on veut maintenir, c'est le fait de dire des choses pour faire rire qu'on ne pense pas vraiment, mais dont il est évident qu'on ne les pense pas. Moi, ce qui me ferait peur chez les nazis anciens ou futurs, c'est pas leur sens de l'humour, c'est leur répression et leur allergie à l'humour. Mais je suis totalement d'accord. Il y a d'autres signes qui pourraient nous faire rappeler ça, par exemple le fait que on veut revenir sur la prescription. C'est un grand combat aujourd'hui pour dire qu'il faut annuler la prescription. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, Dupond-Moretti a même fait un pas pour annuler la prescription avec l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Et le seul régime au monde qui a annulé la prescription, c'est le régime nazi. Donc en fait, c'est évidemment... Une position, si je me souviens bien, chez vous, qui a été défendue par Apathy. Voilà, tout à fait. Non, mais ces gens-là bafouent la présomption d'innocence, c'est-à-dire on est coupable de toutes les façons. Ensuite, bafouent la prescription. Ces gens-là disent oui, mais la cause des femmes est tellement importante que même si on a été innocenté, c'est mieux qu'on n'apparaisse pas pour respect pour les femmes. Donc oui, c'est une dictature. Et je pense, oui, qu'on y a une sorte de totalitarisme soft, une tyrannie des bonnes intentions, c'est un totalitarisme qui se veut gentil, cool, moderne, climatisé, et qui en fait, oui, a tout à fait. Non, parce qu'au-delà des propos grivois et de la liberté de ton, parmi les gens que vous avez invités, mais enfin surtout des gens que vous appréciez ou qui furent vos amis, vous avez cité Roland Jacquard, vous avez cité Gabriel Matzneff. Alors je sais que ce sont les sujets qui fâchent. La nouvelle librairie, on a fait les frais récemment. Si le livre qui n'est pas sorti était sorti, vous auriez peut-être été un des seuls journalistes à l'interviewer. Moi, je ne vous cache pas que je ne partage pas votre enthousiasme et que je mets mes limites morales peut-être un petit peu ailleurs. Comment vous envisagez tout ça parce que là, on va au-delà de la critique du féminisme, bien au-delà. Alors déjà, Gabriel Matzneff, je l'ai reçu 8 jours avant l'affaire Matzneff. L'affaire avec Vanessa Spregora de 2020. On fait l'émission tranquille, voilà, on pensait faire 300 vues. Hein. À l'époque, j'avais 15 abonnés, donc déjà 300 vues, c'était un peu... J'ouvre TF1, le 20h, mon émission. Oula. En fait, et dans mon émission, il disait la réponse à Vanessa Springora. Donc en fait, on est sur toutes les chaînes, on est sur BFM, mais genre en boucle 18 heures par jour. Sur toutes les chaînes. Et je vois que mon Instagram, ma story a été vue pour 50 000 personnes à la place de 3 d'habitude. Ouais. Je lui dis, il y a un problème. Ma mère m'appelle à la gare de Genève, elle me dit, ton émission est sur l'écran géant de la gare. Et dans le monde, partout dans le monde entier, ils me disent, mais il est sur... C'est la seule image qu'on a de Matzneff depuis des années. Donc ils ont pris ton émission. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas souvent invité. Et du coup, moi c'est terrible parce que comme Matzneff était injoignable, les journalistes m'appelaient. Moi j'ai 500 journalistes qui m'ont appelé. Et c'était dégueulasse ce qu'ils ont fait. Parce que comme ils ne pouvaient pas s'attaquer avec un Matzneff, parce que bon, c'était déjà trop fait, ils s'attaquaient à moi. Du coup, ils ont dit que mon appartement était l'appartement de Matzneff. Donc j'avais des gens qui venaient pisser sur ma porte, etc. C'est devenu atroce. Et il y a notamment une journaliste, pour ne pas la nommer, Ivan Trippenbach, salope absolue de Libération, qui voulait faire un article sur le lien entre pédocriminalité et extrême droite à travers moi. Et toute la nuit, on a tout inventé pour que l'article ne paraisse pas. On a dit que c'était dégueulasse, que ça allait me ruiner ma vie, que c'était immonde, que j'étais quelqu'un de seul, de fragile. Ah, elle s'en fout. Donc à 8h du matin, ma mère a eu la bonne idée, elle a dit, on n'a qu'à dire que t'es mort. Et du coup... on a dit à cette nana, il est mort, vous pouvez plus faire l'article, il s'est suicidé. Oh non. Et du coup, elle l'a pas fait. J'ai entendu parler de cette rumeur. Et du coup, elle l'a pas fait. Et ça a super bien marché. D'ailleurs, le moment de ma mort a été un moment très joyeux et très merveilleux. Ah, vous êtes fait passer pour moi. Ouais, et ça a vraiment marché. Mais je dois dire que cette affaire, ça, on a vraiment vu les gens qui... la meute, quoi. Moi, d'ailleurs... je suis contre le lynchage, et quelles que soient les opinions du lynché, je serai toujours du côté du lynché, même si c'est la pire des canailles. Et là, vraiment, on a vu la meute se jeter sur quelqu'un, et j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. C'est un sujet très délicat. Au moment de la précédente affaire Matzneff, chez Élément, on était très divisés, parce qu'il a des amis. Oui, effectivement. Et on m'avait demandé, au nom de tous ceux qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça, d'écrire quelque chose. Et j'avais conclu mon papier en disant, à mon avis, je pense que la place d'un pédophile, si c'est avéré, est en prison.
aussi sûr que la place d'un livre est dans une librairie. L'un n'empêche pas l'autre. Je suis pour qu'il n'y ait pas de privilèges, de passe-droit en termes de justice pénale. Moi, je l'ai peu lu, donc je ne peux pas juger de la qualité de son œuvre. Mais c'est même indépendant de la qualité. C'est la liberté d'expression, la liberté de publication. Et ça, c'est effectivement difficile. Mais c'est devenu, avec toutes les nuances qu'on peut amener, une position difficile à tenir, parce qu'on a de plus en plus de peine à dissocier, comme on dit, l'œuvre de l'artiste. Comment vous... J'ai une blague très drôle sur ça, sur la différence entre l'homme et l'œuvre. C'est vrai que moi je suis vraiment pour différencier l'homme et l'œuvre. Il faut jamais mélanger l'homme et l'œuvre. Hein. Par exemple, Céline, l'œuvre nulle, mais l'homme génial. Alors déjà c'est lunaire l'affaire Maznev parce qu'en fait Springora, on attaque sur le fait qu'il a une relation avec Vanessa Springora. Vanessa Springora, Roland Jacquard l'a connue et tout, il m'avait toujours dit que c'était une nana de 14 ans ou 15 ans, mais qui limite avait 15 amants, qui était hyper dominatrice, une sorte de maîtresse femme comme ça existe à 14 ou 15 ans. Oui. À l'âge ou au Moyen-Âge on pouvait se marier. Donc oui, en fait, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Voilà, non mais c'est pas ça, mais il y avait rien à reprocher. Vanessa Springora, à 14 ans, elle avait 15 petits amis de son âge et elle faisait un calvaire à Maznev et elle était hyper dominatrice. Ce qu'on reproche à Maznev, ce que vous lui reprochez sans doute, c'est la pédophilie. Oui, la pédophilie, ouais. c'est pas ce qu'on lui reprochait pendant l'affaire Maznev. La pédophilie, c'est encore autre chose. Et sur ça, il a été mis en examen. On a retrouvé... Il y a une différence entre avoir du goût pour les jeunes filles, ce que je peux tout à fait concevoir, bien sûr, mais au-dessous d'un certain âge, quand même, oui, mais ça, indépendamment de la loi, hein, là je parle vraiment mais de ça n'a morale, pas été prouvé, de mais ça mœurs, n'a pas été prouvé. Non, mais si, ça a été prouvé, puisqu'il a jamais nié, oui, c'est dans ses livres. Oui, mais on n'a jamais retrouvé une seule victime. PPDA, on a quand même retrouvé 45 victimes. Oui, donc, bah oui, bien sûr. Si Maznev avait vraiment couché avec 2000 garins, il y en aurait bien un qui serait arrivé. C'est pas parce que les autres ont échappé à ça que lui est innocent pour autant. Moi qui connais très bien Gabriel, qui est un ami, je pense qu'en effet, il y a des gens qui peut-être ont... Gabriel est le contraire d'un manipulateur, d'un pervers. C'est pas du tout quelqu'un... c'est un garçon plutôt timide, plutôt... voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui a la stature d'un monstre, etc. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui a été plus l'esclave des femmes qu'autre chose. C'est vraiment pas du tout le personnage monstrueux, quoi, voilà. Et c'est comme un immense écrivain, et ça c'est... Ce qui vous a valu d'être attaqué par les médias traditionnels, mainstream, officiels, c'est pas pour cette raison-là, mais c'est quand même assez désagréable parce que vous avez été attaqué dans l'émission. C'était quoi? C'est dans l'air ou non? C'était quoi? Non, c'est à vous. Ça n'allait pas bien avec Maznev. Non, ça n'allait pas bien. Non, mais justement, c'était en lien avec le mode même de votre émission. Il trouvait ça incroyable. Il publie dans leur émission des extraits de votre émission qui sont assez rigolos. Avec, je sais plus avec qui. Avec Philippe Chevalier. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, j'ai oublié d'en parler, mais au moment de l'affaire Maznev, je devais faire une émission à l'époque avec Jean-Marie Le Pen qu'on n'a jamais faite. Et j'ai reçu quand même, au moment où j'étais soi-disant mort, en fait la journaliste qui devait enquêter sur moi était une spécialiste de l'extrême droite, donc était en relation avec Jean-Marie Le Pen et son cabinet. Et du coup j'ai quand même eu un coup de fil absolument lunaire de Jean-Marie Le Pen à 9h du matin. Et vous êtes mort, il fallait pas faire ça et tout. Ça c'est absolument extraordinaire. Et le coup de fil de Jean-Marie Le Pen... Du coup il est pas venu. Non, il n'est pas venu pour d'autres raisons, mais Jean-Marie Le Pen qui m'appelle, il me dit, je suis vraiment terrible, vous êtes mort, n'est-ce pas, c'est horrible. Mais ce qui était drôle dans ces gens qui vous attaquaient, c'est qu'en fait, le service public découvrait YouTube. Il y avait un peu ce côté-là. Je me rappelle je sais pas quelle chroniqueuse disait, mais il y a des gens qui payent pour ça, comme ils comprennent déjà pas la notion d'accessibilité, de gratuité, et ils comprennent pas qu'on peut faire, dans la liberté que nous offre Internet, des émissions sur des modèles, sur des concepts qui n'entrent pas du tout dans les cases de ce que eux proposent. Vous avez un petit côté postardisson quelque part. Oui, alors, ça je suis assez... Je vais vous dire un truc assez... Mais à une autre époque, vous auriez pu peut-être faire quelque chose sur le service public. Oui, je suis assez... D'ailleurs, je vais dire un truc assez politiquement correct, mais parfois je préfère la télévision à YouTube. Je trouve parfois YouTube... Oui, YouTube parfois veut être encore plus politiquement correct que politiquement correct. Et il y a par exemple, je trouve, l'émission de Pascal Pro sur CNews, ou par exemple l'émission d'Hanouna, où vous avez quand même des débats complètement lunaires, où il invite tout le monde. Je trouve qu'il y a quand même une liberté assez importante. Voilà, je trouve qu'il y a encore... D'accord, je sais pas, liberté, pas mais voilà. Beaucoup de youtubeurs, en fait, sans le savoir, entretiennent peut-être la nostalgie de la télévision d'avant, c'est-à-dire cette télévision où on laisse la parole aux invités à des heures de grande écoute,
où on boit et fume à l'antenne, ce qui évidemment n'est plus du tout possible. Et je pense que beaucoup de gens, si on regarde les émissions, les anciennes émissions de Pivot, de Jean et Dornalier, ce qui plaît à beaucoup de gens, indépendamment des thèmes et des invités, c'est l'atmosphère générale. C'était Bien sûr, cette atmosphère très française de liberté, ou les émissions de Pollack, ou les choses comme ça. Hein. Non, mais même. Mais aujourd'hui, c'est sur YouTube. Oui, c'était extraordinaire quand vous aviez des émissions de Chavannes, Ciel Montmardi, où il invitait un négationnistes. Oui, avec sauf 15 que là, il y avait qui venaient déjà tuer une en mise en direct. scène pré-Hanouna de créer des clashs un peu binaires. Ah, je suis pas sûr que Vous avez c'était pas tellement une l'impression mise en scène. Hein. Ouf, j'ai Parce l'impression que le mec, quand même, il a failli être mort à cause des coups et tout. Non, mais il y avait des émissions totalement lunaires. Il y avait à Apostrophe, vous avez vu Maurice Bardèche qui présente son truc devant Bernard-Henri Lévy, vous avez vu des trucs. Enfin, il y avait vraiment une liberté, bien sûr. Mais ce qui est terrible, c'est que tout se conformise. Par exemple, moi, j'avais fait il y a très très longtemps une émission sur TV Liberté. Et à l'époque où j'étais sur TV Liberté, c'était vraiment un espace de liberté totalement dément. Vous aviez une émission qui s'appelait Bistro Liberté qui était en roulis complet. Sûr, ouais. Maintenant, c'est devenu un truc C'est vrai, hyper cadré, très ennuyeux, etc. Voilà. Donc, toutes les choses en grandissant deviennent fades et ennuyeuses. Un invité dont je voulais quand même parler, parce que lui, il est pas dans le politique, il est complètement différent, mais vous avez plusieurs émissions avec lui, c'est Jean-Paul Bourg. Ah, alors, Jean-Paul Bourg est quelqu'un d'extraordinaire, à part qu'il est complètement... il est un peu drogué. Mais alors Jean-Paul Bourg, qui est Jean-Paul Spécialiste du satanisme. Alors des oui, ovnis, Jean-Paul Bourg, c'est un qui, je sais pas si c'est vraiment qui il est lui-même. C'est un spécialiste du satanisme, oui. De tout ce qui est les messes noires, les messes rouges, les vampires, etc. Et qui est un type extrêmement... Alors lui, qui vraiment va au bout de ses idées. C'est-à-dire, c'est pas du tout un type fake. C'est quelqu'un qui genre a été blouson noir, a failli... a été vraiment voyou, mais à un stade très élevé, vraiment, a été délinquant, etc. Ensuite a été un drogué à l'héroïne, mais complètement. Ensuite a été une sorte de mec qui fait la route pour aller en Afghanistan, New Age, etc. Mais il est allé dans toutes les marginalités qu'a connues notre époque du XXe siècle, mais à fond. À tel point qu'aujourd'hui, là, il est venu à l'émission, mais il a failli mourir à 6 mois. Quoi. Il était depuis 6 mois à moitié mort à l'hôpital. C'est un rescapé complet, quoi. C'est un mec qui aurait dû mourir 1000 fois, quoi. Il a fait 70 suicides, 80 overdoses. C'est vraiment un mec S'il vrai. a même survécu à votre émission, Voilà. c'est qu'il a une bonne étoile. Alors, je veux dire, c'est quelqu'un qui me fait parfois un peu peur. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens, bon, vous dites, bon là, il est 20h, on se voit, chez moi, ça va. Mais j'aimerais pas les croiser à minuit dans une petite rue déserte. Tu vois. Avec ça, il y avait 2 amis que je connaissais, 2 mecs que je connaissais, qui étaient plutôt beaux gosses, assez riches. Il y en avait un des 2 qui était le fils de l'avocate Jacqueline Sauvage, avocate féministe et tout. Ils habitaient quai de Bourbon, c'est comme une bonne adresse, dans le Marais, dans l'île Saint-Louis, à côté de chez moi. Et j'ai trouvé extrêmement violent. Et extrêmement, je disais, ces types-là ont un truc du tueur en série. Et tout le monde disait, mais non, c'est des gens de chez Castel, voilà, et rien. Je dis, mais si. Et les gens me disaient, mais non, attends, il est à ça, sa mère est une avocate féministe, le mec, voilà, il est parfait, etc. Je disais, si, il y a un truc bizarre. Et là, il y a 6 mois, aux 20h, un homme en face du Mabillon, un rugbyman tué de 15 balles dans le dos, c'était ces 2 mecs qui ont tiré. Voilà. Et ce rugbyman, vous l'aviez pas invité la veille, rassurez-moi. Ah, il aurait fallu. Il aurait fallu donner un sens à sa mort. Voilà, c'est ça. Donc, vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. Non, mais pour terminer, si je faisais référence au fait qu'avant d'avoir votre propre émission ou pendant, vous avez parfois de temps à autre collaboré avec d'autres médias, c'est parce que, vous, d'après ce que je comprends, vous seriez pas contre d'éventuelles collaborations. Je donne la parole à des gens qui, on va dire les choses crûment, qui peut-être cherchent du travail, c'est-à-dire vous n'êtes pas oui, mais vous n'êtes pas J'aime beaucoup ce moment un peu assistance sociale. Non, écoutez, on est avec quelqu'un, on est 2 personnes qui cherchent du travail, concrètement. Nous cherchons du travail, nous sommes des journalistes sans carte de presse. Alors moi je vous non plus, vous n'en avez pas. Non, et je revendique complètement. Et nous nous honorons de ne pas en avoir. Voilà, je revendique complètement de chercher du travail. Ah bah c'est pas ça veut dire, je suis pas du tout dans le côté, moi je rejette les grands médias, je serais ravi qu'ils me le prennent. Oui, mais mais beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas et qui vous voient, ça c'est vrai que vous êtes tombé dans ce paradoxe où c'est impasse. On voit un jeune homme bien mis, bien vêtu, un peu à la Score Wilde, dans un décor qui effectivement est assez bourgeois, voire aristocrate, avec des filles que normalement des gens comme nous ne peuvent pas se payer, disons-le clairement, du champagne. Donc on se dit ces gens-là n'ont pas besoin d'argent. Oui, d'ailleurs. Alors qu'en fait, si
aussi. Il y a un truc que j'ai remarqué, il y a deux types de public de l'émission. Soit c'est des mecs plutôt cultivés, genre plutôt très instruits, cultivés, souvent de droite, qui aiment bien des écrivains sulfureux, un peu genre fans de La Rochelle, mais des mecs vraiment intéressants, quoi. Ils ont vraiment une pensée, des gens que j'admire, que j'aime beaucoup, qui souvent, quand ils me contactent, deviennent des amis, que j'ai plaisir à voir. Il y a une deuxième catégorie, mais qui est extrêmement importante. Et là, je ne vais pas vous donner des avis, qui sont des cassos absolus, qui, dès que je vais dans une boîte, alors, par exemple, la dernière fois que je suis dans une boîte de nuit, il y a, je crois, 10 ou 12 personnes qui m'ont arrêté, ce qui n'arrive jamais. Donc des mecs vraiment de boîte de nuit, des sortes de toughers à la con. Ils disent, ouais, si mon Colin il est cool, il est bourré, c'est cool, tu vois, le mec il prend de la drogue, alors j'en prends pas, mais le mec il est bourré, il prend de la drogue, et en fait vous avez, une fois je suis allé dans une boîte de nuit à la con, mais genre dans le 11e, il y avait 15 personnes qui m'ont arrêté. Donc je me suis dit en fait il y a vraiment un public parmi des toughers complètement débiles. C'est drôle, c'est pas ça qu'on imagine. Voilà, qui m'aiment pour de mauvaises raisons en fait. Les mecs, ils aiment souvent des émissions, genre l'émission Bigard. Ouais, t'étais bourré devant Bigard, c'était. et moi, je suis parfois. Je crois que c'était une de Charlie Hebdo qui disait c'est dur d'être aimé par des cons. Parfois, je me dis putain, mais je suis terrifié par les gens qui m'aiment, quoi. Détestez-moi plutôt, mais les gens qui m'aiment, c'est terrifiant, quoi. Alors, si vous voulez m'aimer, payez-moi un peu. Oui. Je dis pas qu'il y a une volonté d'être récupéré par les médias de grand chemin, pour reprendre l'expression de mon ami Slobodan Despot. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à la blogosphère, il y a toute une génération de journalistes autodidactes qui n'ont pas forcément voilà, les formations didactiques et académiques. Mais c'est vrai que je pense que votre principal mérite, c'est que vous avez l'esprit d'initiative, vous avez un sacré réseau. Bon, vous êtes à Paris, ça aide, mais disons, faire 2-3 émissions par semaine, il faut quand même avoir le réseau, c'est quelque chose qui peut servir aussi. Donc, non, je voulais conclure, après je vous laisserai une note à fin, mais l'émission là-dessus en disant, moi je vous souhaite de continuer votre émission aussi longtemps que possible, tant que vous n'avez pas trop de procès à financer, parce que ça coûte cher, mais je pense que vous pourriez être employé à bon escient par des médias, qu'ils soient dissidents ou mainstream, ça dépend, parce que de toute façon, c'est un genre, c'est un style. Et de manière générale, au-delà de votre cas personnel, je pense qu'il y a beaucoup de talents, et notamment de jeunes talents, qui sont sous-exploités et qui permettraient de dépoussiérer un petit peu tout ce vieux monde médiatique qui n'en finit pas de mourir et qui aurait vraiment besoin d'une régénération. Oui, alors pour finir, juste 3 choses. Premièrement, il y a une chose qui vraiment me dégoûte par rapport plus que tout, c'est les questions de réputation. Quand on dit que quelqu'un il est grillé, je trouve ça monstrueux. Et par exemple, il y a tellement de gens talentueux en France, mais on dit ils sont grillés. Mais parfois, si ils sont grillés, autant les condamner à perpétuité. Parce que s'ils avaient été condamnés à la justice, ils auraient peut-être pris 1 mois, 2 mois, 50 € d'amende. Mais là, on les condamne à perpétuité. Quand on dit de quelqu'un qui est grillé, dans 30 ans, on dira ah mais tu vois, il est grillé, c'est foutu. Ça, je trouve ça monstrueux et terrible. Et moi, je trouve qu'en effet, qu'il y a beaucoup de talents en France qu'on ne veut pas prendre parce qu'à un moment ils ont fait un mauvais choix, parce qu'à un moment ils se sont affichés. Qui est ce on? Parce que finalement vous voulez dire que ces gens sont grillés pour ce qu'on va appeler les médias, le système, c'est-à-dire les médias, oui. Mais aujourd'hui, malgré le développement de la censure et du politiquement correct, la technologie, pour le moment du moins, permet qu'il y ait une floraison. En fait, en réalité, n'en déplaise aux gens qui crient à la censure, ils n'ont pas tort, mais il y a plus d'alternatives qu'il y a 20 ans. Oui, pour des raisons technologiques. Oui, mais je pense que... Oui, mais... Il n'y a pas que le service public. Bien sûr, mais je pense que même des youtubeurs de talent qui réussissent là sur Internet, financièrement, c'est pas ça, quoi. Oui, mais est-ce que le but d'un youtubeur, c'est d'être repéré par Canal+, ou c'est d'avoir de plus en plus d'audience pour devenir viable? C'est d'avoir de plus en plus d'audience, mais même des youtubeurs qui ont des millions de personnes gagnent très peu d'argent, quoi. Je sais pas. Il y a vraiment une différence, quoi, entre des gens qui sont à la télé ou sont dans des grands médias qui font 0 d'audience et qui gagnent des milliers d'euros, et des gens sur YouTube qui grâce aux redevances, 15 millions d'audience et qui gagnent rien. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc différent, et je pense que même si je suis d'accord qu'il y a une dissidence, je pense que le système est encore très fort, se défend très bien sait placer les bonnes personnes, et qu'il ne faut pas surestimer la dissidence, dans le sens, je pense que moi je remarque quand même que le système est encore très fort, et que tant de gens de la dissidence, dès qu'ils ont une petite possibilité d'aller dans le système, le font. Moi, je me souviens de Charles Dornelas qui a commencé sur Radio Courtoisie au Libre Journal de la Résistance française avec Jérôme Bourbon et Martin Pelletier. Elle était bien contente d'aller sur CNews. Donc, je sais plus ce que vous m'avez dit. Non, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Votre chaîne a un certain succès, mais vous n'en vivez pas. Non. Voilà.
Et vous aimeriez bien pouvoir vivre de ce que vous faites, comme tout le monde, comme moi. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est d'où l'appel éventuellement aux personnes intéressées, parce qu'on sait que ce genre d'entretien peut intéresser peut-être des gens des médias, mais par contre ça va effrayer vos prochains invités. Alors je suis pas sûr que je trouverai des sponsors après tout ce qu'on a dit. Je suis pas sûr que si je vais faire un entretien d'embauche, tout ce que je dis soit parfait, quoi. J'ai peur qu'on ait un peu peur de moi, mais bon. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup de Lignac qui dit: vivre sa vie comme un jeu, comme des noces sans contrat notarié, du tragique et du comique, advienne que pourra, on se sera bien amusé. Et il y a cette anecdote que j'aime beaucoup, qui sont tous les collabos, Rebatté, Cousteau, qui sont condamnés à mort. Il y a Rebatté qui se retourne vers tout le monde qui dit: au moins on se sera bien amusé. Ouais, bah alors c'est le seul panache qu'il aura eu, mais, Ouais. mais vaut tard que jamais. Ouais. Voilà. Serait-ce le mot de la fin ou je vous... Peut-être. Ouais, d'accord. Très bien. Bon, Eh mais- ben, on espérera que... Et non, finir sur le fait que j'aime beaucoup la revue Éléments, que j'ai grandi, j'écoutais Radio Courtoisie, les émissions de la revue Éléments, voilà, les journaux de... Le libre journal de la Nouvelle Droite. Voilà, peut-être, je sais plus, non, mais ça n'existait pas à l'époque. Non, à l'époque, non. Il y avait l'émission de Guillaume Janin, Ouais, il y oui, avait tout à le fait, truc oui, de Janin. Christian Brosio, Mhm, oui, il y avait, bien sûr. bon, il y en avait quelques-unes, il y avait Paul-Marie Couteau, comme ça, il y avait un avocat, voilà, et j'ai grandi vraiment en écoutant ça, et j'ai toujours trouvé que la Nouvelle Droite était vraiment intelligente. C'est-à-dire, là on ne l'attendait pas, elle n'était pas dans un conformisme, et très vite on va dans un certain conformisme, elle était toujours là, on ne l'attendait pas, et toujours intéressante. Et j'avais commencé à lire Éléments quand c'était en noir et blanc. Et Bah merci, ça c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et puis on invite ceux qui nous écoutent à découvrir, si ce n'est pas encore fait, cette chaîne des Clochards Célestes. Il y en a vraiment beaucoup, donc vous avez de quoi vous mettre sous la dent pendant les longues soirées d'hiver. Voilà. À très bientôt. Simon Collin. je vous salut remercie. et fraternité. Salut et fraternité, comme disait Saint-Just. Qu'est-ce qui se passe dehors? Il y a une victoire d'un pays. Je sais pas. Sur mon Je crois que Algérie ou le Maroc? le Brésil jouait ce soir, mais je sais pas. Ah ouais, je sais pas contre qui. Qu'est-ce qu'ils disent hein? Il y a un bruit possible. Ah oui, il y a un match de foot. Oh, sans doute. Ouais. Ouais, il y a un match de foot. C'est le Brésil qui joue, je sais pas qui. Les gens qui ont gagné.